Et salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Portrait Social. Merci aux nouveaux abonnés, tous ceux qui prennent le temps de laisser un petit j'aime, un commentaire ou de partager les vidéos. Aujourd'hui dans cet épisode, je reçois Marie qui va nous expliquer c'est quoi le métier de psychologue. Salut Marie, comment tu vas? Salut Christophe, ça va et toi? Ça va super, ça me fait plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton métier? Je m'appelle Marie, j'ai 33 ans, je suis psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Et actuellement, je travaille en libéral exclusivement et je suis maman d'un petit garçon de 17 mois. Je le précise parce que ça a quand même une importance dans ma pratique. D'accord, ok. Alors pourquoi? On va commencer par ça. Parce qu'elle a beaucoup évolué. Du coup, dans le fait d'entendre la souffrance de mes patients, notamment des patients jeunes parents. C'est vrai qu'avant, j'avais effectivement la théorie, que je connaissais plutôt bien, mais c'est vrai que maintenant voilà, j'ai plus l'éprouvé de la situation et notamment sur les situations de postpartum. Voilà, je pense que ça m'a un petit peu affiné en fait dans mon regard sur ces questions-là. Et comme c'est pas rare que je reçoive des personnes en difficulté par rapport à ça, voilà, je trouve que ça a une importance. Et aussi, alors on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais par rapport au recul que j'ai pu prendre, mes horaires de travail que j'ai aménagés, voilà, ma distance qui est plus tout à fait la même depuis qu'il est arrivé. Ok, super, ben, c'est intéressant effectivement de le préciser. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience professionnelle? Où est-ce que tu as travaillé? Depuis combien de temps tu exerces? Et dans quel lieu tu as bossé et avec quel public? Ouais. Alors je suis diplômée depuis 2015, donc j'ai commencé en ITEP pendant un peu plus de 3 ans. Donc ITEP c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, donc qui accueille des enfants et des adolescents de 6 à 20 à peu près, 6 à 20 ans, qui ont des troubles du comportement. Troubles du comportement et du caractère. Ensuite, j'ai quitté ce poste pour un poste en IME, donc Institut médico-éducatif. Donc là, c'est pareil, c'est des enfants à peu près de 6 à 20 ans, mais qui cette fois-ci ont des déficiences intellectuelles. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils ont une efficience intellectuelle qui est en dessous de la moyenne, donc en dessous de 70, voilà, qui ont des difficultés plutôt mentales du coup. Voilà. Et ensuite, parallèlement, quand j'ai commencé à l'IME, j'ai ouvert une consultation en libéral, donc fin 2018, dans la région parisienne. Ok, voilà. En complément de ton activité première? Oui, tout à fait. Donc j'étais à l'IME à 70%. Je travaillais en libéral à 30, 40, parfois 50%, voilà. Ok, donc le libéral, c'est ta première expérience avec les adultes en fait? Tout à fait. Donc alors, comment tu l'as appréhendé Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018 également, je me suis formée au psychotrauma. Voilà, avec les techniques avec les yeux. En général, les gens connaissent pas mal tout ce qui est EMDR, IMO, tout ça. Précise, explique s'il te plaît. Ouais, c'est de la désensibilisation, en fait, de la désensibilisation oculaire d'événements traumatiques que les gens ont vécu. Donc en fait, c'est un petit peu comme ça que ça a commencé la volonté surtout d'être en libéral, parce qu'en fait, j'étais formée en IMO du coup. Et c'est vrai qu'à l'ITEP, IME, ça pouvait se présenter, mais sur des enfants ados, bon, c'était parfois un petit peu plus compliqué, notamment avec la déficience, les troubles du comportement. Voilà, ça pouvait pas trop. Alors j'en ai fait, mais moins, pas forcément comme je le voulais. Donc ça a été un peu la porte d'entrée pour le libéral. Et effectivement, du coup, j'ai reçu des adultes, mais aussi des enfants et des ados. Hein. Mais c'est vrai que ouais, ça m'a permis aussi de prendre confiance et de me dire, voilà, je peux me lancer en libéral avec cet outil-là. Après, les choses ont évolué, mais au début, c'était un petit peu la porte d'entrée. Ouais. Au-delà du public qui change, le libéral, c'est aussi se retrouver seul. On bosse plus en équipe. Ouais. Tu y es attaché, toi, à ce côté travail en équipe pluriprofessionnel, ou au contraire, est-ce que aujourd'hui que tu es en libéral, tu t'épanouis plus? C'est une question compliquée. Alors, ça dépend de l'équipe, du coup. Autant j'ai eu des très très bonnes expériences d'équipe et des moins bonnes. Voilà, sur mes collègues que j'apprécie énormément, qui se reconnaîtront, c'est sûr que qu'ils me manquent clairement et que oui, c'était très agréable de travailler avec eux. En fait, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Donc, ce qui était cool avec l'IME et le libéral, c'est que j'avais un peu les avantages et les inconvénients en même temps. Après, j'ai la chance de mes anciens collègues du coup qui sont à l'IME. J'ai encore contact avec eux. Voilà, c'est des gens que j'appelle encore régulièrement, avec qui je peux parler des situations. Voilà, psychomote, psy, neuropsy, éduc. Voilà, c'est des gens avec qui je suis encore en contact. Donc pour te répondre, ça dépend.
Ouais. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients, mais j'apprécie quand même beaucoup le libéral. Le fait d'être un peu, de faire un petit peu les choses à ma sauce, de ne pas avoir de demande institutionnelle qui parfois ne me convenait pas, etc. Là, voilà, je suis un petit peu beaucoup, voire plus libre. Ok, super. Pour quelles raisons les personnes viennent voir un psy? Alors je ne vais pas dire te voir, mais de façon globale, pour quelles raisons les personnes vont consulter? Alors les raisons, elles peuvent être diverses. Quand même assez souvent, c'est de l'anxiété. Voilà. Comment tu le traduis, toi, l'anxiété? Parce que tu sais, il y a des mots un peu médicaux qui arrivent dans le jargon et parfois ils se dénaturent en fait. Ouais. C'est quoi la définition de l'anxiété par une psy? Et ben, par exemple, des personnes, alors exemple, qui font des crises d'angoisse. Voilà, qui savent pas trop pourquoi. Alors ils savent ou pas pourquoi, mais qui vont voilà, faire des crises d'angoisse régulièrement. Donc ça, on a quand même pas mal de motifs de consultation par rapport à ça. Et après, souvent les gens disent bah, je viens vous voir parce que j'ai tout essayé seul et là je sens que j'ai besoin d'aide. Ouais. Ça c'est le gros motif de consultation. Voilà. Que ce soit enfant, ado. Alors enfant, ado, c'est plutôt les écoles en général qui tirent la sonnette d'alarme, pas que, hein, parfois c'est au domicile. Mais les adultes c'est un peu ça, c'est voilà, ils ont 30, 40 ans, ou des fois un peu plus jeunes quand même, et ils se disent voilà, je vois que j'arrive plus à gérer. Voilà, donc j'ai besoin, soit voilà, des gens qui sont très déprimés ou très anxieux globalement, ou qui ont vécu des traumas et qui n'arrivent pas à passer le cap seuls et donc ils viennent demander de l'aide. Ok. Voilà. Quand tu dis, les personnes elles disent ouais j'ai tout essayé et en fait maintenant je me rends compte que j'ai besoin d'aide. Est-ce que là, première question, c'est pas trop tard? Et deuxième question, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent pour aller consulter peut-être pas trop tard pour le coup, tu vois, quels sont les signes annonciateurs qu'on a besoin d'aide et d'aller voir une psychologue? Bon, alors, déjà j'ai envie de te dire, il est jamais trop tard. Je pense qu'effectivement, sur une dépression sévère qui dure depuis 40 ans, c'est dur. Moi, j'en ai eu certaines, c'est vraiment très dur de faire le chemin inverse. Et sur de l'anxiété sociale aussi, très sévère. Après, ça se fait, plus que sur une dépression sévère. Voilà, bon. Après, effectivement, je pense que quand on sent vraiment que, globalement, on a plus de journées où on n'est pas bien que de journées où on est bien, voilà, c'est peut-être bien de prendre un avis extérieur, sachant que moi j'ai quand même des patients qui viennent pas forcément pendant 10 ans, d'ailleurs la plupart c'est pas le cas. En même temps je me suis lancée en 2018 donc voilà, mais même les gens peuvent venir pour 2-3 séances, parfois c'est un petit problème entre guillemets qu'ils n'arrivent pas à résoudre. En quelques séances, ça peut être réglé. Donc moi j'ai envie de dire, ça coûte pas grand chose, bon après le prix d'une consultation bien sûr, hein, mais ça peut valoir le coup de prendre l'avis d'un psy. Et en général, moi s'ils n'ont pas besoin de moi, je leur dis quoi. Et je sais que mes collègues psy en général font la même chose. Alors, on ne va pas garder un patient parce qu'il faut garder le patient pour remplir notre agenda. Notre agenda est bien trop rempli pour qu'on puisse se permettre ce genre de choses. Donc, ouais. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, le regard sur les psys, il a changé, il a évolué? Tu sais, pendant longtemps, on disait, mais moi, je n'ai pas besoin d'aller voir une psy, je ne suis pas fou. Tu sais, souvent, ouais. on a entendu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas où, voilà, avec l'avancée aussi de la société, aujourd'hui, on va plus facilement consulter une psy? Alors, ça existe encore, bien sûr. Hein. Moi, je rencontre des personnes qui sont anti-psy, ça m'arrive. Alors, la plus belle récompense, c'est ceux qui sont anti-psy, qui viennent me voir et qui après sont pro-psy. Ça m'est arrivé. Donc, oui, ça existe. Après, ça a quand même beaucoup évolué. Je sens quand même beaucoup moins de réticence, même ne serait-ce que mes proches, ma famille, etc. Alors, c'est aussi peut-être parce que c'est le métier que je pratique, mais en tout cas, je sens quand même beaucoup moins de réticence à consulter. Alors après, j'ai pas de statistiques, mais je pense que si on faisait une étude, on aurait des résultats qui vont plutôt dans le bon sens, je pense. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui va consulter, qui ne se sent pas à l'aise, tu vois, qui n'a pas forcément, ça n'a pas matché? Est-ce qu'il doit arrêter d'aller voir les psys ou est-ce qu'il doit aller voir une autre psy? Ouais. Alors moi, ce que je dis toujours à mes patients, c'est que s'il y a bien un professionnel avec qui on doit se sentir à l'aise, c'est son psy. Autant un médecin traitant, bon, pour une angine, ouais. Bon, même si on l'aime pas trop, c'est pas très grave, même si c'est mieux de l'apprécier évidemment. Le psy, par contre, voilà. Première rencontre, en général, les gens savent. Moi, c'est jamais arrivé que les gens reviennent et qu'au bout de 3-4 séances, en tout cas pour des raisons d'alliance thérapeutique, après pour d'autres raisons, évidemment que ça arrive tout le temps, mais en tout cas pas pour des raisons d'alliance. À la fin du premier rendez-vous, moi je laisse toujours le choix à mon patient.
Soit on reprend rendez-vous tout de suite, ou soit ils réfléchissent et ils me rappellent, ou ils prennent rendez-vous sur mon agenda en ligne. Mais en tout cas, il y a toujours le choix. Mais effectivement, moi je pense qu'il faut persévérer. Personnellement, des psys, j'en ai vu plein, sur le plan personnel. Et j'ai mis une petite dizaine d'années à trouver la bonne. Donc voilà, que j'ai quand même depuis 4-5 ans maintenant. Mais voilà, j'ai 33 ans, j'ai commencé à avoir des psys à 19 ans. Bon, petite persévération quand même. Et une fois qu'on a trouvé la bonne, c'est vachement cool. Quelle approche théorique tu utilises dans ta pratique pour le public qui ne connaît pas forcément trop cette spécialité, on peut écouter beaucoup de choses psy-comportementalistes, psy-cliniciennes, psy ceci, psy cela. C'est quoi ta spécialité? Ouais. Alors du coup, moi à la base j'ai une formation plutôt analytique, parce qu'à la fac c'est vrai que c'est... Alors, dans ma fac à Paris 5, c'était plutôt ça. Alors, bien que c'est une fac quand même assez neuro, etc. Mais quand même, on voit beaucoup Freud, notamment. Lacan, c'est plutôt à Paris 7. Enfin, ça dépend des facs. Donc, plutôt une approche analytique. Donc, j'ai toute cette connaissance de l'inconscient, etc., de ce qui peut se passer dans les relations, etc. Mais depuis 3 ans, je me forme au TCC, donc aux thérapies cognitives et comportementales. Normalement, je valide à la fin du mois. Voilà, j'espère. Donc c'est une formation en 3 ans pour être TCCiste, en fait, donc praticienne en thérapie cognitive et comportementale. Bon, voilà, donc c'est une longue formation, ça dure quand même 3 ans, avec 2 mémoires à rendre et un oral. Voire 2, je ne sais même plus, il y en a 2 je crois, pour pouvoir valider ça. Donc voilà, donc moi je m'adapte par rapport à la demande de mon patient, je fais beaucoup de TCC, parce que c'est la demande, parce que c'est pertinent par rapport à la demande. Quand tu dis c'est la demande, en fait c'est les patients qui viennent te voir pour ça pour le coup. Tout à fait, okay. Ou qui ont été orientés par des médecins, qui font des ordos, qui me disent merci de pratiquer, machin. D'accord, ok. Voilà, où ils précisent pas forcément, mais oui ils ont lu, où ils me disent ah bah tiens j'ai cru comprendre que pour mon trouble anxieux c'était une bonne idée. Voilà, ce que je peux confirmer en général la plupart du temps, de toute façon. Mais voilà, mais après, il y a certaines problématiques. Les gens, ils ont besoin d'avoir un autre regard, de voir les choses un petit peu autrement. Par exemple, dans des situations de couple, de difficultés de couple. On va pas forcément faire une TCC, bien qu'on peut faire des outils TCC sur une thérapie dans le couple. Mais voilà, on peut aussi avoir une approche très analytique. Donc moi, j'ai tendance à m'adapter et faire en fonction du patient. Et je trouve ça plus sympa parce que, bon, je pense que les TCCistes purs ne valideraient pas, mais moi je suis pas là-dedans. Je sais qu'en TCC, on est quand même censé très rapidement passer à la partie thérapie avec les exercices à domicile, etc. En 2 séances, 3 séances. Moi, ça m'arrive de mettre beaucoup plus de temps que ça. Parce que je trouve ça important de bien cerner le problème déjà. Et puis, parfois, ton patient, il arrive et il n'a pas envie de te parler de son trouble anxieux. Il a envie de te parler qu'il s'est pris la tête avec sa femme la veille. Et je trouve ça hyper maltraitant de leur raconter « Ah non, moi ça m'intéresse pas, on est pas là pour ça. » Voilà. Donc moi j'écoute vachement mes patients. Voilà. Donc moi si pendant 3 séances ils veulent pas me parler de leur trouble anxieux, ils me parlent pas de leur trouble anxieux, ça me pose pas de problème. Est-ce que tu as des anecdotes, justement, des choses qui t'ont fait marrer ou que tu retiens dans ton parcours professionnel, que ce soit en institution ou en libéral? Alors les enfants en ITEP et en IME te sortent des phrases. Alors là ça va être compliqué de m'en souvenir, si ça me revient je te le dirai, mais par exemple sur la métier de psy, ils sortent des trucs. Moi je me suis souvent dit qu'il fallait que je prenne un bouquin, enfin un cahier, que je les écrive. Je ne l'ai jamais fait, c'est un tort. Après, moi j'ai un souvenir en entretien en libéral avec un patient qui est très très drôle. Il a une 60aine d'années et il a une façon de parler qui est très très drôle. Et j'ai eu effectivement un fou rire parce qu'il me racontait un truc qui... Pourtant c'est quelqu'un qui vient pour un trauma lourd, hein, un truc vraiment très difficile. Mais il me racontait qu'il était arrivé déposer ses petits-enfants au cirque. Et qu'il avait été reçu dans un petit boui-boui, et en me donnant, si tu veux, des détails sur ce boui-boui, et j'ai eu un fou rire, c'est-à-dire que je pleurais de rire. Et c'est à sa façon de te le raconter aussi. Hein. Il te le raconte avec des petits mots, du patois, des trucs qui, moi, me font beaucoup rire. Donc ça, c'était mon premier fou rire en entretien. Alors c'est assez délicat, parce qu'en libéral, on n'est quand même pas censé trop... Enfin, c'est différent quand tu es en équipe, quand tu es avec l'éduc, c'est un peu plus... voilà. Bon, moi, j'étais très gênée au départ, et en fait, je me suis rendu compte que ça le faisait rire, et à la fin de la séance d'ailleurs il m'a dit ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, je me suis dit que après tout on va avoir un psy pour ça, pour se sentir mieux quand même. Oui voilà c'est ça. Donc finalement je me suis dit voilà c'est pas si mal. Ouais.
Ouais, exact, ouais. C'est cool. Tout à l'heure, tu as employé un terme intéressant, tu parlais d'alliance thérapeutique. Justement, comment tu fais pour créer une relation de confiance, pour créer cette relation thérapeutique, et à quoi elle sert justement dans la relation avec le patient? Alors comment je fais pour la créer? J'essaye d'être moi-même et ça marche plutôt pas mal. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'humour, au second degré, etc. J'aime bien vérifier aussi si mon patient a accès au second degré. Parce que des fois, notamment il n'y a pas longtemps, un jeune de 20 ans qui est peut-être psychotique, parce que je me suis quand même rendu compte qu'il n'avait pas du tout accès à l'humour. Donc je me suis dit quand même, ça m'a questionné. Bon, pour l'instant c'est encore en cours, j'ai pas, c'est une phobie sociale, psychose, voilà. Donc en fait en général, je suis moi-même. J'essaye d'être un peu sympa, j'essaye de leur dire des choses qui leur parlent, de mettre à leur place, tout simplement. Et c'est super important parce que déjà, s'ils ne reviennent pas, ça c'est sûr que s'ils t'ont pas aimé, on n'est pas là pour être aimé, mais s'ils t'ont pas apprécié dans l'échange, dans ta façon de fonctionner, clairement, tu les revois pas. Ils vont voir quelqu'un d'autre et ils ont raison. Moi, je les encourage à le faire. Donc voilà, donc c'est plutôt de l'humour, être accessible dans le discours, pas s'écouter parler, c'est important, parce que sinon les gens ne comprennent pas et c'est pas le but. Et essayer, alors quand je vois rapidement la problématique, essayer de leur donner un peu d'espoir aussi. Je leur dis, ça c'est quelque chose qu'on connaît, par exemple, je prends l'exemple de l'anxiété sociale, ok, c'est quelque chose qu'on connaît, ça arrive à plein de gens et on sait comment la soigner. Ouais, déjà, c'est dédramatisé. Voilà, cool. C'est ça. On respire. Souvent, des fois je leur parle d'anecdotes d'autres patients, alors des fois je change un petit peu les choses, mais pour leur dire, moi j'en ai avec qui ça a fonctionné, il n'y a pas de raison, parce que des fois les gens sont un petit peu anxieux à l'idée que ça ne marche pas sur eux, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec vous, Et j'essaye de leur donner de l'espoir, quoi, en ce qu'on va pouvoir faire ici, quoi. Ok. Quelle est ta situation la plus difficile que tu as rencontrée? Pas forcément difficile, tu vois, dans la relation, mais une situation complexe où tu as mis du temps justement à aider l'autre ou à ce qu'il comprenne, ou voilà, la situation la plus complexe. Ouais. Alors, en situation complexe, depuis le début de Libéral, je reçois des obligations de soins. Ah ouais, d'accord. Ouais, okay. Au début, j'étais un petit peu réticente. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ça? T'as pas le choix en fait. Si, bien sûr. Ah, t'as le choix? Totalement. Ah d'accord. Okay. Je peux dire non. Et il y a énormément de filles qui refusent. Moi, j'en connais qui refusent. Je savais même pas que vous aviez ça, quoi. Ouais. Okay. Et moi, challenge. Je vais pas refuser. On y va. Voilà. Et c'est vrai, sur certains faits, je me suis vue ravaler ma salive, effectivement, et avoir un petit peu peur. Alors, ça n'a pas duré, ça n'a jamais duré. Je crois avoir fait un travail avec eux. Mais c'est vrai que des situations, notamment de violence sexuelle, c'est ce qui est le plus compliqué pour moi à élaborer et à accueillir. Après, j'ai vu les choses évoluer, puisque en 2018, j'avais un peu de mal. Et après, là, je sens depuis la reprise après Covid, là, c'est beaucoup plus facile. Alors, pas que les faits sont plus faciles, parce que les faits sont terribles, mais parce que je suis arrivée à un stade de ma pratique où j'arrive à voir la personne en souffrance, quoi qu'elle me dise. Voilà. Et même sur des faits vraiment de pédopornographie, de trucs vraiment très très lourds, voilà, la personne en souffrance, je la vois. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend et ça ne s'improvise pas. Et je comprends complètement que certains de mes collègues refusent la violence conjugale. Moi, alors, c'est grave, hein, évidemment, mais ça me touche un petit. J'arrive un peu plus à. Voilà, moi, c'est les violences sexuelles. Et il y a certains de mes collègues qui veulent qui veulent pas recevoir de violences conjugales non plus. Voilà. Et j'ai eu des obligations de soins qui n'étaient plus obligées de venir et qui ont continué à venir. D'accord. Et qui m'ont même rappelé après. Donc ça, c'est merveilleux. Ouais. Parce que tu te dis qu'il était obligé, il venait pour son attestation, et 2 ans après, il te rappelle. Bon, ça fait plaisir. Ouais, tout à l'heure, ça t'a fait sourire le mot challenge. Ouais. Je sais que tu es quelqu'un qui aime les challenges et qui aime les relever, justement. Quels sont les défis les plus importants que tu as relevés dans ta pratique? Je pense que ce que tu viens de décrire, c'en est un déjà. En tout cas, quels sont ces défis auxquels tu es confronté et comment tu les surmontes? Alors, un des défis que j'ai eu récemment, alors ça c'est mal fini, je ne vais pas être très optimiste, j'ai eu récemment un patient qui s'est suicidé. Ça a été terrible parce que c'est vraiment l'aveu de l'échec, hein, forcément, même si bien sûr on prend de la distance, et en plus c'est un patient qui avait vu énormément de praticiens, enfin voilà, et qui était en très 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 grande souffrance et pour qui je n'ai pas trouvé de levier. Et ça a été terrible.
terrible, et même pour mes collègues qui l'avaient vu, parce qu'on était vraiment plusieurs à l'avoir rencontré. Et sinon... Alors juste sur cette situation-là, comment tu l'as surmonté justement ça? Psychiquement pour moi, ouais. J'ai pris le temps. J'ai pris le temps, j'ai appelé des collègues qui l'avaient rencontré, j'ai débriefé, j'ai eu sa femme au téléphone, voilà. J'ai essayé de lui dire des choses les plus pertinentes possibles dans les circonstances, puisque évidemment que c'est terrible. Essayer de lui transmettre des choses pour qu'elle s'apaise, de ce qu'il avait pu me dire, de ce que j'avais pu comprendre de la situation. Après, c'est un patient que j'ai vu 3-4 fois, hein. C'était pas un suivi long. Mais voilà, et puis le soutien de mes proches, voilà, le débrief, quoi. Ouais. Je pense que c'est ce qui est le plus important. En fait, c'est une question que je voulais te poser justement quand on est un professionnel de la santé. Comment on fait pour soi-même prendre soin de sa santé émotionnelle et psychique? Ah, moi, je vais te parler de mes méthodes. Hein. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est pas celle des autres. Alors moi, j'allume Netflix et je regarde les séries les plus jugées nulles de la plateforme. Où tu poses le cerveau? Ah ouais. C'est vrai, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Moi, j'ai plusieurs stratégies. Donc j'ai ça. J'ai vraiment Netflix. Alors je regarde des trucs un peu plus intelligents parfois. Mais vraiment, je regarde le catalogue. Quand tu allumes mon Netflix, tu vois à quel point je suis intelligente devant Netflix. Tous les trucs d'ado, des trucs vraiment... je vais pas forcément citer de sites. Citer de noms, je pourrais le faire. Hein. Si ça t'intéresse, je peux te donner quelques... Du tout. Voilà. Ça va. J'ai d'autres ressources, d'autres voilà. leviers. Donc des trucs vraiment nuls ou qui me permettent de ne pas réfléchir du tout, des trucs légers, comme je dis. Voilà, il y a ça, il y a la musique à fond. Dans la voiture, le sas de décompression, à l'aller et au retour. Voilà, donc je mets de la musique très très fort, au maximum. Tu sais qu'à la base, je voulais faire mes vidéos dans ma voiture. Ah ouais? Mais grave, il se passe tellement de choses dans une voiture. Je suis d'accord. Ouais, avec les gamins d'ITEP, c'est porteur. Ouais, bon bref, c'est une parenthèse. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, bah écoute, ouais, ça marche plutôt pas mal. Moi, je mets ma musique à fond. Voilà, j'écoute. Tu m'as pas posé la question, mais je vais te le dire. Je trouve ça pertinent. Je passe des années 80. Voilà, on va s'aimer. Voilà, les trucs vraiment. Voilà, parce que c'est pour décompresser. Ou sinon, je suis très très fan du rap français. Je fais partie de ces gens-là qui écoutent le rap français. Où c'est un peu plus sombre, du coup, forcément, ils racontent des choses un peu... Et voilà, du coup, je passe de l'un à l'autre et ça me permet vraiment de me vider la tête. Et puis après, les proches, hein, les apéros, les sorties, la fête. Une vie équilibrée, en fait. Ouais, on essaye. C'est pas toujours facile. Il y a des fois où j'ai peur de perdre le fil, mais pour l'instant, j'arrive à peu près à m'en sortir. Est-ce que ça serait pas un piège, ça, quand on travaille, tu sais, dans l'aide à la personne, qu'on fait que recevoir des personnes en souffrance, hein, parce que forcément, les gens, tu l'as dit tout à l'heure, c'est des personnes qui souffrent. Est-ce que le piège, justement, c'est de rester, entre guillemets, dans un espèce de truc trop sérieux, ou de se dire... Enfin voilà, de prendre toute la misère du monde, toute une année, toute une carrière. Est-ce qu'à un moment donné, tu vois... le piège, c'est pas de basculer aussi de ce côté-là? Je pense que ça peut être un des pièges, un piège que j'évite à tout prix. Je sais pas. Moi, après, oui, j'ai des collègues qui, des fois, clairement, on est très connus pour le burn-out, hein, les psys, hein, clairement. Moi, j'ai notamment des profs en TCC, là, en formation, du coup, qui font un burn-out par an. Hein, et elles le disent, en plus, hein, 1 ou 2 par an. On a une échelle de burn-out qu'on peut s'auto-administrer. Je l'ai pas encore fait. J'ai eu un doute, là, il y a peut-être quelques mois. T'es sérieuse, là, quand tu dis ça, là? Ah oui, je suis très sérieuse. Ah ouais? Ouais. Les psys, ouais, on prend... alors, il y a des métiers, il y a beaucoup de métiers très difficiles et je ne vais pas dire que le mien est le plus difficile de la Terre, mais il est pas facile. Et oui, on a beaucoup. Moi, j'ai énormément d'amis, hein, de psy, qui ont des épuisements professionnels régulièrement, des épisodes dépressifs, etc. Parce qu'on entend quand même, les gens ne viennent pas nous raconter que tout va bien. Alors, parfois, hein, on a des entretiens sympas, des anecdotes sur le cirque, mais c'est quand même pas la majorité de la journée. Et on reçoit beaucoup, et notre métier... Malgré les idées reçues, c'est pas que d'écouter, hein, même si déjà c'est pas facile, mais c'est aussi d'essayer de comprendre comment la problématique fonctionne et comment on peut la désamorcer. Donc ça nous demande une attention toute particulière, et puis on doit faire avec les personnalités de chacun, qui nous plaisent plus ou moins, on doit se re-questionner. Moi, je crois que j'écris toutes les semaines, hein, j'écris à des collègues psy. Alors, on se dit des trucs drôles parfois, mais pas que. Et pour débriefer, encore une fois, hein, c'est le mot pour moi qui est le plus important, hein, pour se raconter qu'est-ce que t'en penses, j'ai fait ça, moi je suis pas sûre de moi, etc. Donc oui, je pense que c'est un piège, effectivement. Et je pense que c'est un piège auquel il faut être très attentif.
Il faut vraiment, vraiment y être. Je pense qu'au début de la carrière, ça passe. Là, je vais arriver à 8 ans de carrière, je sens déjà que ça pique. Et pourtant, tu vas me dire, 8 ans, c'est pas... Oui, mais c'est quand même intense. Ouais, voilà. Et donc oui, il y a des moments où, je me dis, là, il faut que tu lèves le pied. Et je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là. Tout à l'heure, tu disais un truc intéressant, tu disais, contrairement à ce qu'on peut penser, on ne fait pas qu'écouter. Alors justement, est-ce que tu peux le préciser? Parce que c'est vrai que plusieurs personnes peuvent penser que psychanalyste et psy, c'est la même chose. Le psychanalyste, effectivement, il va accueillir son patient, il va le laisser parler. Le psychologue, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que tu peux justement faire la distinction? Ouais. Bah, effectivement, alors historiquement, avec Freud, etc., on a un petit peu l'image du psy, enfin du patient du coup. Le psy, c'est ailleurs qui le fait, mais qui s'allonge sur le divan et le psychanalyste, du coup, qui écoute et qui lui dit « Ok, la semaine prochaine ». Enfin, en général, c'est 2 fois par semaine, hein, donc à demain. Et effectivement, de nos jours, enfin en tout cas en tant que psychologue, après, il y a sûrement des psys qui bossent comme ça, voilà. Parce que nous, quand on sort, on est psychologue clinicien, alors ou pas, parce qu'il y a plusieurs masters, peut-être qu'on y reviendra, mais on peut être en gros, voilà, psychologue clinicien pour simplifier les choses. Mais après, on se forme à des psychothérapies, à des types de psychothérapie. Donc moi, voilà, je parle avec mon patient. Alors bien sûr, hein, il y a des séances où le silence est de mise. Parce que, voilà. Et il y a des séances où je parle presque plus que lui. Ça va vraiment varier. Alors l'écoute active, c'est que déjà en TCC, on propose des solutions concrètes à nos patients. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment, je te fais un petit cours de TCC vite fait, c'est de faire ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on prend un problème, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, je suis pas à l'aise en réunion avec mes collègues. Voilà, donc ça c'est un problème. Et après on va aller, alors je vais te passer les détails, mais on va aller sur les émotions, les pensées, les sensations, les anticipations. Enfin, on va faire ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle. Et en fonction de ça, on va proposer un plan thérapeutique à notre patient. Et on va déjà, la priorité, déjà, c'est de poser un diagnostic. Donc là, ça serait plutôt une phobie sociale. Et ensuite, de lui dédramatiser déjà. Et après, de lui proposer un plan, de lui expliquer comment ça se soigne. Donc là, on va faire ce qu'on appelle la psychoéducation. Donc on va lui expliquer comment on fait, en fait, dans ce genre de situation. Pourquoi on le fait. Après, l'idée, c'est que vraiment le cœur du problème, de la situation, c'est de savoir comment le problème fonctionne et pourquoi il se maintient. Voilà. Et une fois qu'on a ça, et une fois qu'on l'a expliqué à notre patient, déjà, c'est déjà une bonne partie du travail. Et après, on lui propose des situations in vivo, c'est-à-dire dans sa vraie vie, à faire des exercices. Et des fois, moi, je sors de mon bureau avec mon patient. Il n'y a pas longtemps, je suis allée au centre commercial, commander un Starbucks avec mon patient, voilà, qui a un trouble anxieux. Voilà, ça m'arrive d'aller à Intermarché, ça m'arrive d'aller en voiture pour des phobies spécifiques de la conduite. J'ai fait plusieurs séances avec un moniteur, une monitrice du coup, et ma patiente, et elle a son permis depuis 2 semaines. Voilà, donc voilà, après chacun bosse comme il bosse évidemment, mais voilà, je suis pas du tout dans l'écoute passive de mon patient, pas du tout. Et justement, comment ça se passe les études de psychologue? Alors du coup, c'est une licence et un master, donc c'est un bac plus 5, donc il y a la licence de psychologie qui est plutôt générale, voilà, plus ou moins en fonction des facs, il y a des obédiences quand même dans les facs, donc qui est plus ou moins générale, et après c'est un master 1 et un master 2, là on choisit une spécificité, donc psychologie clinique, enfant-ado, géronto, voilà, il y en a d'autres, psychosocial. T'avais pris quoi toi? Enfant-ado. D'accord. Voilà. Et donc du coup, après, voilà, donc on se forme à ça. Donc là, c'est vraiment 5 ans d'études. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour accéder au M1, c'est un concours. Alors un concours qui ne porte pas son nom. C'est-à-dire qu'on ne va pas te le dire texto, mais c'est sur dossier. Donc c'est dossier entretien. Voilà, qui n'est pas facile à avoir. Voilà, moi j'ai mis 2 ans à l'avoir. Voilà, enfin qui n'est pas facile pour moi, ça n'a pas été facile. Hein, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Et ça, on nous le dit assez peu, je trouve. Et surtout, ce qui est très frustrant, c'est que si tu n'accèdes pas au M1 et donc au M2, tu ne seras jamais psy. Oui, bien sûr. Donc tu as ta licence, alors c'est beau, hein, ça fait beau sur un repas de famille, mais au niveau pro, alors bien sûr, hein, ça donne accès à certains concours, etc. Mais si c'est vraiment le métier de psy que tu voulais faire, faut se réorienter, enfin faut faire autre chose, quoi. Donc il y a un petit peu ce piège-là, entre guillemets, je pense qu'il faut en avoir conscience, notamment pour bosser un petit peu, hein, en L3 notamment, parce qu'on va regarder
on va y regarder et voilà. Justement, est-ce que tu as des conseils aux jeunes qui sortent de bac et qui veulent suivre cette filière-là? Quelles sont les spécialités à apprendre? Comment vont se passer leurs études, quoi? Ouais. Sur quoi il faut qu'ils se préparent? Alors, la licence, c'est général. Ce qui est mieux au fil des années, alors moi je pense le gros conseil c'est d'essayer de faire des stages dès la L2, dès qu'on peut. Dès qu'on peut, on va en stage. Si on a quelqu'un qu'on connaît, même si c'est une petite semaine de découverte, faut y aller. Voilà, faut y aller, faut aller regarder, faut confirmer que c'est ce qu'on veut faire. Je pense que rencontrer une psy, ça peut être intéressant. Moi, je sais qu'il y a certains étudiants qui viennent me voir pour poser des petites questions comme tu le fais aujourd'hui, différentes, mais pour savoir un petit peu comment ça se passe, savoir si c'est vraiment confirmé ce qu'ils veulent faire. Après, on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui vont L1. Bon. Et qui continuent pas. Moi, je pense que quand on sent qu'on a envie de faire ça, faut y aller. De toute façon, on sait à quoi, 18, 19 ans, on a toute la vie devant soi. Perdre un an, moi, je pense que ça n'existe pas. Donc, faut y aller, faut aller voir. On sait très bien que la psycho, ça attire aussi sur le plan personnel. Pas mal d'étudiants en psycho qui ont des questions sur eux-mêmes et qui se disent tiens, je vais aller en psycho. Et puis qui se rendent compte qu'en fait, les cours, parce qu'il y a quand même des cours pas très intéressants. Enfin, à mon sens, notamment tout ce qui est biologie. Alors, ça a un intérêt, mais un peu dans les années après. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Les statistiques, c'est un enfer. Mais je pense que là, ça fait un peu consensus. C'est très difficile. Moi, j'ai eu 2-3 toute ma scolarité. Sauf quand on m'a expliqué que si j'avais pas un peu mieux, ça c'est bizarre comment ça marche. On m'a dit tu ne seras jamais psy si tu as 3 en stats. J'ai eu 14. Ouais, voilà. Donc il y a aussi ça. Faut quand même. Après, ça dépend aussi de ce qu'on aime, etc. Bien sûr. Hein. Mais faut quand même bosser un minimum, surtout en L3, quoi, parce que c'est ce qu'on va regarder pour le M1, quoi. Ok. Comment t'en es venu, toi, à vouloir faire ce job-là, à prendre ce chemin-là? Ouais. Alors moi, c'est quelque chose qui s'est construit, évidemment. En fait, ça a commencé quand j'ai eu un accident de la circulation, quand j'avais 11 ans, qui a été très très fort, où on n'est pas passé loin de l'échec et maths. Et en fait, je me suis rendu compte... Alors, j'ai pas eu de séquelles physiques alors bien sûr, des cicatrices, des choses compliquées. Mais je me suis dit que j'aurais préféré me casser une jambe plutôt que d'avoir le trauma qui a suivi, puisque j'ai pas pu parler de mon accident pendant 15 ans sans pleurer. Suite à cet événement, et j'ai pu en parler suite à une séance de psychotrauma. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. En fait, moi, je me suis lancée en psycho pour essayer d'aider les gens qui étaient dans cette situation-là. Et si j'ai fait du psychotrauma, du coup, c'était pour ça. Alors après, j'ai bien sûr ouvert les choses, mais c'était ça qui a fait le déclencheur, en fait, à 11 ans. Et après, les choses évoluent. Après, je voulais être avocate ou psy. Voilà. Avocate, je me suis dit je vais devoir défendre des gens qui ont fait des choses pas très bien. En même temps, tu vas me dire aujourd'hui, je les aide. Voilà. Tu les défends pas, mais tu les aides. Voilà, donc c'est différent. Voilà. C'est marrant du coup comment les choses ont évolué. Et puis avocate, on m'a dit qu'il fallait quand même apprendre pas mal de choses. Alors moi, je suis partisane du moindre effort, mais genre du moindre effort cognitivement, voilà. Donc je me suis dit non, flemme. Et puis l'inconscient en philo. En terminale, voilà, j'avais un super prof qui s'appelle Monsieur Thiriou. Si un jour il écoute ça, on ne sait jamais, qui a été génial, qui nous a fait un cours sur la conscience et l'inconscient, donc en terminale. Et là, je me suis dit, ouais, c'est ça, c'est sûr. Ouais. Mais tu sais que c'est souvent ça, hein, c'est souvent ou des rencontres déterminantes, ou quelque chose dans son parcours de vie qui fait que, quoi. Tout à fait, c'est complètement ça, là. Ouais. Dans la promo où tu étais, c'est pareil, beaucoup de jeunes y allaient pour chercher des réponses... sur des choses qu'ils avaient vécues ou alors à penser des choses. Ouais, complètement. En première année, je pense que si tu fais une petite étude, des épisodes dépressifs, t'en as à l'appel, des troubles anxieux, autant. Moi, j'ai une petite angoisse de performance, une légère anxiété sociale. Voilà, on a tous effectivement des petits trucs. Je veux dire, si on est attiré par ce métier-là, c'est qu'on se sent concerné. Est-ce que le métier que tu exerces aujourd'hui correspond à ce que tu avais imaginé quand tu étais étudiante? Oui, je pense. Oui, on peut le dire. Oui, c'était ce que j'avais imaginé, alors au sens strict du terme. Après, psychiquement, au niveau du coup psychique, peut-être pas à ce point-là. Tu l'avais pas mesuré? Non, je pense que quand tu l'as pas éprouvé, tu peux pas vraiment... Alors je déteste dire ça, désolé mon frère, il déteste quand je dis ça. Bien sûr qu'on peut comprendre quelque chose sans l'avoir vécu. Il manque quand même l'éprouver, hein, et je crois que c'est important. Donc je pense quand même, c'est différent. Ok.
Est-ce que parfois c'est pas pesant d'avoir l'étiquette de psychologue socialement parlant, tu vois, au niveau des amis, de la famille, bref, est-ce que le fait que les gens savent que tu es psy, c'est pas relou des fois? Alors au début, ouais, les premières années, je le vivais assez mal. La fameuse phrase "t'es psy, tu vas m'analyser", bon ça je l'ai entendu maintes et maintes fois. Depuis, je me suis fait faire un t-shirt avec écrit "Je suis psychologue, donc remplis vite mon verre, mais sans vider ton sac". Voilà. Donc c'est pas mal, ça pose un petit peu le cadre. Mais en tout cas, ouais, au début, ouais. Et puis au début, on le prend mal. Enfin, psychiquement, moi je le vivais quand même. Je disais, ils sont relous, quoi, tu vois. Aujourd'hui, alors là, je m'en amuse. Moi, je me suis surpris à une soirée. Il y avait un autre psy dans le présent, avec qui j'avais pas du tout la même obédience, donc je me suis un petit peu éloignée. J'avais pas forcément envie de rentrer dans un débat. Et j'ai une autre personne qui est venue me dire "Ah bah tiens, tel est psy". Alors j'ai dit "Ah oui, non mais ils sont vraiment relous ceux-là". Enfin, j'ai vraiment taillé le métier. Cette personne ne sait toujours pas que je suis psy. Voilà, j'ai jamais recroisé. Mais ouais, il y a ce truc-là qui est un peu lourd, mais avec lequel il faut apprendre à juste prendre de la distance. Et maintenant, moi, quand on me dit "Ouais, les psys", je dis ouais. Je cherche plus à le défendre. C'est-à-dire que j'ai plus rien à prouver. Je le prouve avec mes patients. Et bizarrement, depuis que j'ai pris cette direction-là, bah, les gens, beaucoup moins. Ouais. Bah oui, parce que forcément, ça réagit pas. C'est de la provoque, voilà. Donc, quand ça réagit plus, les gens ils le font moins. Maintenant, j'ai plus des demandes de conseils constructifs. Ouais. Voilà, des gens qui me posent des questions, mais constructives. Et là, dans ce cas-là, je trouve ça intéressant. Voilà, mais pas des trucs, voilà, pour tailler. Et d'après toi, les copines, les copains qui te demandent conseil, ils demandent conseil à la pote ou ils demandent conseil à la psy? Ils le précisent. Ah ouais, c'est toi qui leur demandes? Ouais, ils le savent. Moi, j'aime bien qu'on me le précise parce que je vais pas faire la même réponse. Bien sûr, ouais. Voilà. S'ils demandent à la pote, je vais être un peu plus, un petit peu brute parfois, enfin différente. À la psy, voilà, je vais réorienter autrement, voilà. Et puis des fois ou deux. Après, j'ai des proches qui me connaissent, hein, donc ils savent un peu à qui ils ont affaire, hein, donc ils se vexent pas trop. Mais forcément, j'essaye. Après, quand on me parle d'un truc qui a du sens pour la personne, j'essaye d'être la plus constructive possible. Si on laisse le côté pro de côté, quel conseil tu aurais aimé avoir, toi, plus jeune? Par rapport au métier de psy? Non, si on laisse le côté pro de côté, dans ta vie en général. Qu'est-ce qui t'a manqué? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un regret de quelque chose? Non, j'ai pas de regrets. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents, des proches, qui m'ont laissé faire ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, moi le conseil c'est ça, il faut le faire en fait. Faut le faire. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Et même par rapport au quand j'ai pas eu mon M1 la première fois, mon M2 du coup, parce que j'avais accédé au M1 facilement, parce qu'à Nanterre, il s'avère que c'est au M2 le concours. Bref, quand je l'ai pas eu, tout le monde m'a encouragée à continuer. J'ai fait un stage, je me suis battue. Et personne m'a dit non mais Marie, lâche-la faire. En fait, mes proches et ma famille, on a la culture du fight. Il faut se battre. Quand on veut quelque chose, on l'obtient. Et ça marche plutôt pas mal. C'est comme ça que je t'ai connu, hein, par le fight. Hein. C'est ça, exactement. Par la baston. C'est ça, exactement. Mais on a mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, on n'a rien eu sans se battre. Ouais, mais c'est bien, ça donne plus de saveur quand tu obtiens. Ouais, complètement. Je sais pas si j'avais été diplômée à 23 ans, du coup, parce que c'est 18-23, c'est un peu le parcours classique. Moi, j'ai été diplômée à 25 ans. Ouais, je sais pas si je l'aurais apprécié de la même manière, parce que là, du coup, ouais, c'était un très 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 beau moment dont je me souviendrai toujours, en fait. Et quel conseil tu souhaiterais donner aux jeunes qui veulent faire ce métier ou voilà, qui ont une appétence, une attirance dans l'aide à la personne? D'y aller, mais de prendre soin de soi et d'arrêter si ça passe pas. Faut pas forcer, je pense. Quand on sent que ça va pas, soit on prend l'option de l'arrêt, on se dit ok, je sens que ça va pas mais que c'est pas définitif, je vais prendre un petit temps pour moi, je sais pas, des vacances, un arrêt, enfin trouver une solution. Quitter son poste, faire un abandon de poste, voilà. Moi je fais l'apologie du faut être bien avec soi-même, hein. Et puis sinon changer, se reconvertir. Si c'est pas pour soi, c'est pas pour soi, c'est pas grave en fait. Ouais. Ça sera pour quelqu'un d'autre. Est-ce que tu penses que dans la formation, ça manque de pratique? Ouais, cruellement, ouais. Est-ce que les étudiants quand ils sortent diplômés, ils sont suffisamment outillés? Pas du tout. En fait, c'est comme la conduite. Le jour où tu as ton permis, tu sais pas conduire. Ouais. Voilà. Moi, j'ai appris à conduire après avoir eu mon permis, bah, c'est pareil pour le métier de psy. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as quand même pas mal de... Voilà, il y a plein de choses que tu sais, etc. Mais je savais pas faire mon métier complètement. Donc c'est quelque chose que j'ai appris
En stage, mais pas suffisamment quand même, malgré que j'avais quand même 1000 heures de stage à la fin, donc j'étais quand même une de celles qui en avait quand même pas mal. Mais j'ai appris clairement sur le tas, en faisant, voilà, en me questionnant, en cherchant, voilà. Merci Marie. Bah de rien, avec plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire, à partager la vidéo, à poser vos questions à Marie qui se fera un plaisir de vous répondre. Je te dis à plus Marie, à la prochaine, merci. Merci Christophe. Salut.